Ma femme m'a préparé un thé à l'odeur un peu étrange. Je t'ai préparé quelque chose de spécial, chérie, a-t-elle dit. J'ai répondu, tu es génial. Et j'ai discrètement échangé les tasses avec ma belle-sœur qui disait toujours du mal de moi. 2 heures plus tard, le chaos. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires, on lit chacun de vos messages. Je t'ai préparé quelque chose de spécial, chérie. Je m'appelle Vincent, j'ai 34 ans et je dirige un petit laboratoire d'analyse chimique à Spokane, dans l'État de Washington. La tasse que ma femme, Sophia, m'a tendue ce dimanche matin avait une odeur anormale. Pas l'odeur d'un café raté ou de quelque chose de brûlé, une odeur de produit chimique. J'étais marié à Sophia depuis 8 ans. Nous nous sommes rencontrés alors qu'elle terminait ses études d'infirmière et que je lançais mon entreprise. À l'époque, elle m'apportait de la soupe quand je travaillais tard le soir à calibrer du matériel. Elle riait de mes mauvaises blagues sur les niveaux de pH. Elle me donnait l'impression d'être l'homme le plus intelligent du monde, même quand sa famille me faisait clairement comprendre que ce n'était pas le cas. Sa sœur, Vanessa, était en visite depuis 3 jours. 3 jours de commentaires désobligeants sur mon petit projet scientifique et sur le fait que Sophia aurait pu trouver mieux. 3 jours à regarder Sophia hocher la tête comme si elle était d'accord. 3 jours à me mordre la langue pendant que Vanessa traitait notre maison comme sa scène personnelle pour jouer sa supériorité. La veille au soir, Sophia et moi nous étions disputés. Rien d'explosif, juste le genre de dispute silencieuse qui éclate quand une personne cesse de défendre son mari et que l'autre cesse de s'attendre à ce qu'elle le fasse. Elle m'avait accusé d'être trop sensible aux blagues de Vanessa. Je lui avais dit que j'en avais marre d'être la cible des moqueries dans ma propre maison. Nous nous étions couchés sans nous dire bonne nuit. Et maintenant, elle se tenait dans notre cuisine à 8 heures du matin, tenant une tasse fumante à 2 mains comme une offrande. Son sourire était trop éclatant, trop plein d'excuses. Le genre de sourire qui disait qu'elle voulait arranger les choses sans vraiment rien changer. Mon propre mélange de plantes, a-t-elle poursuivi. Ça va t'aider à te détendre. J'ai pris la tasse. Le liquide était d'un ambre foncé, presque brun. La vapeur dégageait une odeur qui me retournait l'estomac. Des herbes amères, oui, mais en dessous, quelque chose de médicinal, quelque chose qui me rappelait les solvants industriels que j'utilisais pour nettoyer le matériel de laboratoire. Sophia observait mon visage attentivement, trop attentivement. Ça sent fort, ai-je dit. Fort et bon, a-t-elle répondu. Du salon, j'entendais Vanessa au téléphone avec quelqu'un, probablement notre belle-mère. Elle se plaignait sans doute des serviettes de la chambre d'amis, de la pression de l'eau ou de la façon dont je chargeais le lave-vaisselle. Sa voix avait ce ton particulier qu'elle utilisait quand elle voulait que tout le monde sache qu'elle devait subir mon incompétence. J'ai porté la tasse à mes lèvres et je me suis arrêté. Quelque chose vacilla dans l'expression de Sophia. De l'anticipation, peut-être, ou de la curiosité de voir ce qui allait se passer. Tu es génial, ai-je dit en l'embrassant sur la joue. Mais je n'ai pas bu le thé. J'ai bâti mon laboratoire à partir de rien. 5 ans de cours de chimie dans un community college tout en travaillant dans la construction. 3 autres années à économiser chaque dollar pour louer un petit bâtiment dans la zone industrielle de la ville. Le matériel, acheté pièce par pièce lors de ventes aux enchères pour faillite. Des nuits entières à apprendre à utiliser des spectromètres de masse et des chromatographes en phase gazeuse grâce à des vidéos YouTube et des manuels empruntés. L'entreprise a commencé par l'analyse de sol pour les entrepreneurs locaux, un travail simple de vérification de la contamination avant les projets de construction. Mais le mot s'est répandu. Bientôt, j'analysais des échantillons d'eau pour la ville, je testais des produits pour de petits fabricants, et j'aidais même les forces de l'ordre avec l'analyse de preuves. Rien de glamour, juste un travail honnête qui exigeait précision et patience. Sophia avait l'habitude de se vanter de mon travail. Elle racontait à ses collègues infirmières la fois où j'avais identifié une contamination bactérienne qui avait sauvé une crèche d'un procès, ou comment j'avais aidé un agriculteur à prouver que l'eau de son puits était polluée par une usine en amont. Elle m'appelait son mari scientifique, avec une fierté sincère. Cette fierté s'estompait depuis 2 ans, depuis que Vanessa était revenue dans l'État de Washington après son divorce et avait commencé à passer chaque fête, chaque anniversaire, chaque week-end quelconque chez nous. Vanessa était déléguée médicale. Elle conduisait une BMW en leasing, portait des vêtements de marque et parlait de la « vraie science » qui se faisait dans les grandes entreprises. Elle faisait passer mon petit laboratoire pour un simple passe-temps. Au début, Sophia me défendait.
Elle rappelait à Vanessa que j'avais construit quelque chose à partir de rien, que mes clients faisaient confiance à mon travail, que l'indépendance avait un sens. Mais ses défenses s'affaiblissaient à chaque visite. Puis elles sont devenues des rires. Puis le silence. Il y a 3 mois, Sophia a suggéré que je devrais envisager de réorienter ma carrière, peut-être trouver un emploi dans l'un des grands laboratoires de Seattle. De meilleurs avantages, plus de stabilité, plus de respect de la part de sa famille. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. J'y ai beaucoup réfléchi. J'ai pensé à mon grand-père qui avait passé 40 ans dans l'usine d'un autre et qui était mort 6 mois après sa retraite. J'ai pensé aux agriculteurs, aux entrepreneurs et aux fonctionnaires municipaux qui m'appelaient directement parce qu'ils faisaient confiance à mon indépendance. J'ai pensé à la satisfaction de résoudre des problèmes avec mes propres mains et mon propre cerveau. J'ai aussi pensé à la façon dont Sophia me regardait quand Vanessa était là, comme si elle était gênée, comme si elle souhaitait que je sois quelqu'un d'autre. Hier matin, avant notre dispute, j'avais surpris Sophia au téléphone avec Vanessa. Elle discutait de mon entêtement à garder le laboratoire. Sophia avait dit que j'avais peut-être besoin de quelque chose pour m'aider à voir les choses plus clairement. Vanessa avait ri et dit qu'elle voyait exactement ce que Sophia voulait dire. Sur le moment, j'avais pensé qu'elle parlait de thérapie de couple. Maintenant, en tenant ce thé à l'odeur étrange, je me demandais si elle n'avait pas parlé de toute autre chose. Vanessa est entrée dans la cuisine, son téléphone à la main et un air d'agacement étudié. Elle s'était plainte à quelqu'un de la machine à café qui, apparemment, ne faisait pas mousser le lait selon ses exigences. Elle a posé son téléphone sur le comptoir et a attrapé la tasse posée à côté de la mienne. Enfin, dit-elle, quelque chose qui sent bon dans cette maison. J'ai vu le visage de Sophia blêmir. Vanessa, attends, commença Sophia, mais Vanessa avait déjà pris une longue gorgée. Elle s'arrêta, fit une grimace, puis haussa les épaules et but une autre gorgée. Un arrière-goût bizarre, mais peu importe, j'ai besoin de caféine. Sophia m'a regardé. Je l'ai regardé en retour. Aucun de nous n'a bougé pour empêcher Vanessa de finir la moitié de la tasse. Vincent, dit Sophia avec précaution, tu devrais boire le tien pendant qu'il est encore chaud. J'ai pris ma tasse, celle que Vanessa n'avait pas touchée, celle qui sentait la tisane de camomille normale avec du miel. Celui-ci? Non, le. Sophia s'interrompit. J'ai compris à ce moment-là. 2 tasses, 2 contenus différents. Une pour moi, une qui était censée être la mienne mais qui ne l'était plus. Je crois que je vais attendre, ai-je dit. Le laisser refroidir un peu. Vanessa a fini son thé et a repris son appel téléphonique. Sophia s'occupa en nettoyant de la vaisselle déjà propre. Je me suis assis à la table de la cuisine et je les ai observées toutes les deux. 1 heure plus tard, Vanessa a commencé à se plaindre de crampes d'estomac. Légère au début, puis plus intense. Elle a accusé Sophia d'avoir utilisé du lait périmé. Sophia a suggéré que Vanessa avait peut-être mangé trop riche la veille. Toutes deux semblaient sincèrement perplexes quant à la cause du problème. J'ai proposé de conduire Vanessa aux urgences. Sophia a dit que ce n'était pas nécessaire, juste une grippe intestinale, probablement rien de grave. Mais à midi, Vanessa vomissait et souffrait d'une diarrhée sévère. Elle était pâle, tremblante et exigeait que quelqu'un appelle un médecin. Sophia faisait les 100 pas dans la maison, se tordant les mains, disant qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Moi, je comprenais parfaitement. Pendant que Sophia aidait Vanessa à se rendre à la salle de bain des invités pour la 4e fois, j'ai soigneusement versé le contenu restant de ma tasse dans une fiole à échantillons propres. Puis j'ai lavé la tasse à fond et l'ai mise au lave-vaisselle. Le soir, Vanessa était stable mais épuisée. Elle avait cessé de vomir mais était toujours faible et déshydratée. Sophia a insisté pour que nous l'emmenions aux urgences de l'hôpital. Les médecins ont fait des tests, n'ont rien trouvé de dangereux dans l'immédiat et ont recommandé du repos et des liquides. Une possible intoxication alimentaire, ont-ils dit, ou un virus de 24 heures. Vanessa a passé la nuit dans notre chambre d'amis, gémissant doucement et buvant de petites gorgées d'eau. Sophia a dormi sur le canapé pour être à proximité si Vanessa avait besoin de quelque chose. J'ai dormi seul dans notre lit, en pensant à la fiole d'échantillons dans ma mallette. Le lundi matin, j'ai apporté cet échantillon à mon laboratoire. Les résultats sont tombés le mardi après-midi. La chromatographie en phase gazeuse spectrométrie de masse ne ment pas. L'échantillon de thé contenait de la camomille, du miel et un extrait concentré de feuilles de séné,
Cassia angustifolia, un laxatif puissant qui, à haute dose, provoque de graves troubles gastro-intestinaux, une déshydratation et une incapacité temporaire. Quelqu'un avait délibérément préparé une tasse de thé conçue pour rendre le buveur violemment malade. Cette personne était ma femme. Je suis resté assis dans le bureau de mon laboratoire, fixant les résultats imprimés, essayant de comprendre pourquoi Sophia voudrait m'empoisonner. Nous avions des problèmes, oui. Elle était mécontente de mes choix de carrière, sa famille me méprisait. Mais l'empoisonnement semblait une escalade extrême par rapport à des reproches sur des candidatures d'emploi. À moins qu'il ne s'agisse pas de me faire changer d'avis. À moins qu'il ne s'agisse de toute autre chose. Je suis rentré tôt ce jour-là. Sophia était dans la cuisine en train de préparer le dîner comme si de rien n'était. Vanessa se sentait enfin assez bien pour manger des aliments solides et trônait à notre table de salle à manger, décrivant son expérience traumatisante à quelqu'un en haut-parleur. « Comment te sens-tu » ai-je demandé à Sophia. « Bien, dit-elle. Inquiète pour Vanessa, évidemment, mais bien. Et comment suis-je censé me sentir ? Elle s'arrêta, la cuillère en bois à mi-chemin de sa bouche pour goûter. Que veux-tu dire ? Je veux dire, si j'avais bu ce thé à la place de Vanessa, comment est-ce que je me sentirais en ce moment ? La cuillère heurta la casserole avec un bruit métallique. Sophia se tourna vers moi, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de la culpabilité, pas de la peur. Du calcul. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-elle. Feuille de séné, dis-je doucement. Extrait concentré. Assez pour provoquer des symptômes sévères pendant 6 à 8 heures. Assez pour nécessiter une attention médicale. Son visage devint complètement vide. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. C'est ce qu'il y avait dans mon thé. Le thé que tu as spécifiquement préparé pour moi. Le thé que Vanessa a bu par erreur. Tu es paranoïaque. Je suis scientifique. J'ai testé l'échantillon. J'ai les résultats. Sophia croisa les bras. Tu as testé quel échantillon ? Le thé que je n'ai pas bu. Le thé que tu m'as regardé ne pas boire. Le thé que tu t'attendais à ce que je finisse. Pendant un instant, aucun de nous ne parla. De la salle à manger, la voix de Vanessa continuait de se plaindre des factures d'hôpital et de l'incompétence des médecins des urgences. Même si c'était vrai, dit finalement Sophia, ce qui n'est pas le cas, pourquoi penserais-tu que je ferais une chose pareille ? Parce que tu voulais que je sois neutralisé. Assez malade pour manquer le travail pendant plusieurs jours. Assez malade pour avoir besoin de soins. Assez malade pour dépendre de toi. C'est insensé. Vraiment ? Parce que pendant que j'étais censé vomir et être sans défense, qu'est-ce que tu avais l'intention de faire ? Fouiller dans mes dossiers ? Accéder à mon ordinateur ? Peut-être demander à Vanessa de t'aider à éplucher les registres de mon entreprise. L'expression de Sophia changea. Elle n'y est toujours, mais différemment. Comme quelqu'un qui a été pris dans un petit mensonge et qui essaie d'éviter d'en admettre un plus gros. Je ne te ferai jamais de mal, dit-elle. Mais tu me droguerais. Je n'ai drogué personne. Alors explique le séné. Je ne peux pas expliquer quelque chose qui n'est pas arrivé. Nous nous sommes regardés fixement par-dessus l'îlot de cuisine. 8 ans de mariage réduit à cela, un résultat de laboratoire et 2 personnes qui ne se faisaient plus confiance. Je veux que tu partes, ai-je dit. C'est aussi ma maison. Je veux que tu fasses un sac et que tu ailles loger ailleurs pendant que je cherche à savoir ce que tu essayais vraiment de faire. Tu ne peux pas me mettre à la porte sur la base d'une théorie paranoïaque. Je peux demander à ma femme de me laisser de l'espace après qu'elle a essayé de m'empoisonner. La plupart des gens considéreraient ça comme raisonnable. Sophia attrapa son sac à main et ses clés de voiture. Je vais rester chez ma mère. Quand tu auras retrouvé tes esprits, tu pourras m'appeler pour t'excuser. Elle partit sans faire de valise, comme si elle avait prévu de partir de toute façon. Vanessa, toujours en convalescence dans la chambre d'amis, demanda où allait Sophia. Je lui ai dit que Sophia devait faire quelques courses. Vanessa accepta cette explication et retourna à son téléphone. J'ai passé la soirée seule, me demandant quelles autres surprises ma femme avait bien pu planifier. Le mercredi matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai fouillé dans les affaires personnelles de Sophia, les tiroirs de sa commode, son placard, son bureau dans notre bureau à domicile. Je me sentais comme un criminel,
mais j'avais besoin de comprendre ce qui se passait dans ma propre maison. Dans le tiroir du bas de son bureau, sous de vieux formulaires fiscaux et des garanties expirées, j'ai trouvé un dossier intitulé « Info Labo Vincent ». À l'intérieur se trouvaient des photocopies de ma licence d'exploitation, de mes polices d'assurance, de mes contrats clients et de mes états financiers. Des documents que je ne lui avais jamais donnés. Des documents qu'elle aurait dû prendre dans mon classeur verrouillé au laboratoire. Il y avait aussi des emails imprimés, des conversations entre Sophia et un certain James Morrison d'une société appelée Trellix Analytics. Les objets des emails étaient des variations de « opportunités d'acquisition » et « consolidation de petits laboratoires ». J'ai lu chaque email 2 fois. James Morrison travaillait dans le développement commercial. Sa société était spécialisée dans le rachat de petits laboratoires indépendants pour les intégrer à des réseaux plus importants. Ils offraient des conditions compétitives aux propriétaires de laboratoires qui voulaient se décharger du stress de l'indépendance. Sophia lui avait fourni des informations détaillées sur mon entreprise, liste de clients, chiffre d'affaires, inventaire de matériel, détails sur l'emplacement. Elle avait même inclus des photographies de l'intérieur de mon laboratoire et des copies de mes plus récents bilans de profits et pertes. En retour, James lui avait expliqué comment m'encourager à envisager de vendre. Il suggérait de créer une « pression situationnelle » qui rendrait l'indépendance moins attrayante. Il recommandait que des membres de la famille expriment des inquiétudes quant à ma stabilité financière. Il lui avait même fourni des arguments sur les avantages de travailler pour une plus grande organisation. Le dernier email était daté de vendredi dernier, 3 jours avant que Sophia ne me prépare le thé. James, s'il reste résistant aux arguments logiques, vous devrez peut-être créer une situation où il se sent vulnérable ou dépendant. Rien de nuisible, évidemment, mais quelque chose qui démontre à quel point il est difficile de tout gérer seul. Parfois, les gens ont besoin de faire l'expérience de leurs limites avant de pouvoir accepter de l'aide. Sophia, je comprends. Je pense savoir comment m'y prendre. James, n'oubliez pas, l'objectif est qu'il nous contacte volontairement. S'il a l'impression que la vente était son idée, tout le monde y gagne. Votre commission d'apporteur d'affaires sera de $25 000 une fois la transaction finalisée. $25 000. Ma femme avait été payée pour saboter mon entreprise et me manipuler pour que je vende. J'ai photographié chaque document avec mon téléphone. Puis j'ai appelé mon avocate, Patricia Young, et j'ai pris un rendez-vous d'urgence pour l'après-midi même. Patricia a lu les emails et a secoué la tête. C'est de l'espionnage industriel, peut-être de la fraude. C'est sans aucun doute un motif de divorce si vous voulez suivre cette voie. Et l'empoisonnement? C'est plus difficile à prouver. L'intention. Elle pourrait prétendre que la feuille de Séné était un accident. Mais combiné à ces emails, cela établit un schéma de préjudice délibéré. Que dois-je faire? Documentez tout. Changez tous vos mots de passe et codes d'accès. Déplacez vos fichiers professionnels importants dans un endroit sécurisé. Et ne la laissez pas revenir dans la maison tant que nous n'aurons pas réglé les implications légales. J'ai passé la soirée du mercredi à changer les serrures et les mots de passe. J'ai également appelé mes 3 plus gros clients pour les avertir que quelqu'un pourrait les contacter en prétendant représenter mon entreprise. Je n'ai pas mentionné le nom de Sophia, mais j'ai clairement indiqué que toute discussion d'acquisition devait passer directement par moi. Le jeudi matin, Vanessa s'est enfin sentie assez bien pour partir. Elle m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir et m'a remercié de m'être si bien occupé d'elle pendant son « intoxication alimentaire ». Elle a également mentionné qu'elle espérait que Sophia et moi pourrions régler nos problèmes de communication. J'ai souri et lui ai dit que j'étais convaincu que tout serait bientôt résolu. Après le départ de Vanessa, je me suis assis dans ma maison vide et j'ai planifié la suite. Le vendredi matin, j'ai appelé James Morrison chez Trellix Analytics. Monsieur Morrison, ici Vincent est. Je crois comprendre que vous vous intéressez à mon laboratoire. Il y eut une pause. Monsieur est, oui. J'espérais pouvoir vous parler. Votre femme a mentionné que vous pourriez être ouvert à la discussion d'un partenariat potentiel. Elle a mentionné ça, n'est-ce pas? Elle a indiqué que vous envisagiez vos options, que vous cherchiez des moyens de réduire le stress de l'indépendance. Eh bien, elle avait raison pour le stress. Diriger une petite entreprise peut être accablant, surtout quand on ne peut pas faire confiance aux personnes les plus proches de soi. Nouvelle pause. Je suis désolé de l'entendre. Les relations professionnelles peuvent être difficiles. Les relations personnelles aussi.
Mais je vous appelle parce que je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation directe sur votre intérêt pour ma société. Excellent. Je serais ravi d'organiser une réunion. Êtes-vous disponible en début de semaine prochaine? En fait, je pensais que nous devrions nous rencontrer aujourd'hui. Cet après-midi, si possible. Je suis impatient d'avancer rapidement. Cela semble plutôt soudain. Ma femme a bien précisé que le temps était un facteur. Quelque chose à propos de démontrer mes limites et de créer une pression situationnelle. Vous savez comment ça marche. La ligne devint complètement silencieuse. Monsieur Morrison? Vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Je pense qu'il y a peut-être une confusion concernant mes conversations avec votre femme. Aucune confusion. J'ai lu les emails. Chacun d'eux. Y compris les parties sur la commission d'apporteurs d'affaires et le fait de m'aider à faire l'expérience de mes vulnérabilités. Monsieur Hay, je pense que vous avez peut-être mal compris. J'ai parfaitement compris. Vous avez payé ma femme pour saboter mon entreprise et me manipuler pour que je vende. Vous l'avez coachée pour créer des situations de pression. Vous lui avez même suggéré de me faire sentir dépendant et vulnérable. La question maintenant est de savoir si vous voulez traiter directement avec moi, ou si vous préférez expliquer vos pratiques commerciales au procureur général de l'État. L'espionnage industriel est un crime grave à Washington. James se racla la gorge. Peut-être devrions-nous en discuter en personne. Je pense que ce serait sage. Nous avons convenu de nous retrouver à 14 heures dans un café du centre-ville. J'ai passé la matinée à me préparer. J'ai imprimé des copies de tous les emails et des documents commerciaux volés par Sophia. J'ai aussi préparé une déclaration écrite détaillant l'incident de l'empoisonnement et son lien avec le projet d'acquisition. À 14 heures précises, James Morrison est entré dans le café. Il était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être 30 ans, portant un costume cher et une mallette en cuir. Il avait l'air nerveux. Monsieur Hay. Vincent. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il s'est assis en face de moi et a immédiatement commencé à parler. Je tiens à préciser que Trellix Analytics opère en toute légalité. Nous acquérons des entreprises par le biais de négociations légitimes. Nous ne nous livrons pas à l'espionnage industriel ni n'encourageons les activités illégales. Intéressant. Parce que j'ai des documents qui suggèrent le contraire. J'ai fait glisser un dossier sur la table. James l'a ouvert et a lu pendant plusieurs minutes. Son visage pâlissait à chaque page. Ces emails ont été sortis de leur contexte, a-t-il finalement dit. Quel contexte rend l'espionnage industriel légal? Nous n'avons jamais demandé à votre femme d'enfreindre la loi. Vous lui avez demandé de voler mes documents commerciaux et de me manipuler pour me rendre vulnérable. Dans la plupart des juridictions, cela s'appelle de la fraude et de l'association de malfaiteurs. James referma le dossier. Que voulez-vous? Je veux que vous restiez à l'écart de mon entreprise. Je veux que vous cessiez tout contact avec ma femme. Et je veux que vous compreniez que si j'entends parler de Trellix ciblant d'autres petits propriétaires de laboratoires dans cette région, je m'assurerai que les autorités compétentes soient informées de vos méthodes. Et en retour? En retour, je ne dépose pas de plainte pénale. Aujourd'hui. James se leva. Cette conversation n'a jamais eu lieu. Au contraire. C'est grâce à cette conversation que rien d'autre n'arrivera. Il est parti sans dire au revoir. Le lundi matin, Sophia est rentrée. Elle est entrée dans notre cuisine comme si elle n'était jamais partie, s'est versé un café et s'est assise à la table où elle avait essayé de m'empoisonner 8 jours plus tôt. Je pense que nous devons parler, dit-elle. Je pense que nous avons déjà assez parlé. J'ai posé le dossier de mai sur la table entre nous. Sophia y jeta un coup d'œil mais ne le toucha pas. Ce sont des communications privées, dit-elle. Entre toi et James Morrison, à propos de la vente de mon entreprise pour 25 000 $. Elle ouvrit le dossier et feuilleta les pages. Aucune surprise sur son visage. Aucune honte. Juste du calcul. Tu as fouillé dans mes affaires personnelles. Tu as fouillé dans mes dossiers professionnels. Tu as photographié mon laboratoire. Tu as copié mes contrats clients. Tu as volé 8 ans de mon travail et essayé de le vendre à des étrangers. J'essayais de t'aider. En m'empoisonnant? Je n'ai jamais empoisonné personne. Extrait de feuilles de séné. Concentré au point de causer de graves troubles gastro-intestinaux. Conçu pour me rendre malade, dépendant et vulnérable.
Exactement comme James l'a suggéré. Sophia referma le dossier. Tu ne peux pas prouver l'intention. Je peux prouver la conspiration, l'espionnage industriel, le vol de documents commerciaux et la tentative d'agression avec une substance dangereuse. Aucun procureur ne prendrait cette affaire. Peut-être pas. Mais la commission des licences de l'État serait très intéressée. Tout comme ma compagnie d'assurance. Tout comme le service de conformité de l'entreprise de James Morrison. Elle se leva. Que veux-tu, Vincent? Je veux que tu signes les papiers du divorce. Je veux que tu renonces à toute prétention sur mon entreprise ou ses actifs. Je veux que tu déménages de façon permanente. Et si je refuse? Alors je dépose des plaintes au pénal et au civil, et je m'assure que tout le monde dans cette industrie sache ce que Trellix Analytics fait aux propriétaires de petites entreprises. Sophia se dirigea vers la fenêtre et regarda notre jardin. 8 ans de mariage. 2 ans à planifier ma destruction. 10 minutes de conséquences. J'ai besoin de temps pour trouver un endroit où vivre. Tu as jusqu'à vendredi. Ce n'est pas assez de temps. C'était assez de temps pour que tu planifies la destruction de ma vie. Ça devrait être assez de temps pour que tu planifies la reconstruction de la tienne. Sophia a déménagé le jeudi. Elle a pris ses vêtements, ses livres et sa voiture. Elle a laissé tout le reste, y compris la machine à café qui n'avait jamais fait mousser le lait selon les exigences de Vanessa. J'ai signé les papiers du divorce le mois suivant. Sophia n'a rien contesté. Pas de pension alimentaire, pas de partage des biens, pas d'obligation continue. Elle voulait que la dissolution soit aussi discrète que possible. J'ai entendu par des connaissances communes qu'elle avait déménagé à Seattle et pris un poste dans un grand hôpital. Soins infirmiers en entreprise, avantages, stabilité et respect de la part de gens qui ne connaissaient rien à ses activités annexes. James Morrison m'a envoyé une lettre officielle déclarant que Trellix Analytics ne poursuivrait aucune opportunité d'acquisition dans l'Est de l'État de Washington. Il a également joint un chèque de 25 000 $ avec une note disant que cela représentait des honoraires de consultation précédemment versés qui étaient restitués pour services non rendus. J'ai déposé le chèque et utilisé l'argent pour moderniser mon spectromètre de masse. 6 mois plus tard, mon entreprise était plus forte que jamais. La rumeur s'était répandue sur ma discrétion dans le traitement des affaires sensibles. Les forces de l'ordre ont commencé à m'envoyer des cas plus complexes. Une société pharmaceutique m'a engagé pour vérifier la pureté de ses matières premières. J'étais plus occupé que je ne l'avais jamais été. Un dimanche matin tranquille en mars, je me suis fait un café et je me suis assis dans ma cuisine. La même cuisine où Sophia m'avait tendu un thé empoisonné en souriant comme si elle me rendait service. La même table où je l'avais confrontée avec les preuves de sa trahison. J'ai pensé à la confiance dans le mariage et au prix de l'indépendance. J'ai pensé à quel point j'étais passé près de boire ce thé, et à quel point tout aurait pu se terminer différemment. Mais surtout, j'ai pensé au bien que ça faisait de se réveiller dans une maison où personne ne complotait pour me détruire. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de refuser d'être une victime. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, on adore vous lire.